Actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. À présent, on se tourne vers l'invité ici, dans ce studio et sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma. Je crois que la première question ne peut être que cette disparition du doyen Jean-Marie Doré. Vous avez suivi dans la dernière partie les interventions de certaines personnalités du pays suite à cette disparition. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez souvent collaboré avec doyen Jean-Marie Doré quand il était Premier ministre de la Transition, leader de l'UPG. Qu'est-ce que vous retenez de lui? C'est avec beaucoup de frustration, beaucoup de regrets que j'ai appris ce matin la disparition de l'honorable Jean-Marie Doré, que moi j'appelle le maître. J'ai connu Jean-Marie Doré en 93 lors des élections et j'ai travaillé avec lui en 98. Il n'y a pas cet activiste, que ce soit de l'université, du milieu universitaire, que ce soit du milieu social, du milieu politique, de notre génération qui n'est pas passé par l'école de Jean-Marie Doré. En tout cas, j'en suis un. C'est-à-dire, en 98, je fais partie de ces jeunes étudiants que Jean-Marie Doré a utilisés pour se faire représenter dans les régions où il n'avait pas de militants. Alors, j'ai coordonné ces activités en Haute-Guinée. J'étais à l'université et n'étant pas membre de son parti politique, il nous a appelé que le combat qu'il mène n'est pas un combat pour son parti politique, c'est un combat qu'il mène pour la Guinée et surtout pour la nouvelle génération. Donc beaucoup d'entre nous, on s'est porté volontaire pour aller représenter son parti et moi j'étais coordinateur en Haute-Guinée. Autre chose, quand on faisait les grèves à l'université, les grands mouvements de protestation des étudiants, c'est Jean-Marie Doré qui nous défendait, c'est lui qui nous conseillait. Quand des étudiants étaient arrêtés, il nous mettait en rapport avec RFI, avec les médias internationaux, il nous mettait en rapport avec un certain nombre d'autorités ou de leaders pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement afin de libérer les étudiants. Ça, c'est des choses qu'on ne m'a pas racontées, c'est des choses que j'ai vécues parce qu'à l'université, je faisais partie des personnes qui portaient un certain nombre de valeurs. Jacques Bonimi, mes condoléances à Jacques parce que je fais partie de la même famille que Jacques Bonimi parce que on tournait autour de Jean-Marie Doré. Quand je voyais Jacques qui était l'un des bras droits de Jean-Marie Doré, docteur Mami, Ernest, monsieur Tofani, etc. Ces personnes, je les présente toutes mes condoléances aujourd'hui et à la famille de Jean-Marie Doré. Je suis une personne qui a pratiqué Jean-Marie Doré, qui a été guidée, conseillé par Jean-Marie Doré et parfois qui a été commis à des missions très délicates, je m'excuse, par Jean-Marie Doré. Donc la dernière chose en date, c'est naturellement le Forum des forces vives, ou cette petite commission qui a travaillé sur les critères de désignation du Premier ministre de la Transition. J'étais là et le débat sur Jean-Marie Doré, Rabiatou Sera Diallo et que sais-je encore faisait rase. Et Baouri faisait partie des personnes, permettez-moi de le dire aujourd'hui, je sais qu'il m'écoute, qui a soutenu et porté la candidature de Jean-Marie Doré pour qu'il soit le Premier ministre de la Transition. Alors, on était là, peut-être il ne se rappelle pas aujourd'hui, mais moi j'étais là, j'ai observé le débat. Quand il a pris la parole, il y avait un débat très sérieux et c'est lui qui a porté haut et fort la position de l'opposition par rapport à qui était Jean-Marie Doré. Comment est-ce que Jean-Marie Doré était la personne la mieux placée pour diriger la transition à cause de ses habiletés, à cause de son expérience et à cause de son franc-parler. Donc, repose en paix, mon cher maître. Et je crois qu'il y a aussi ces graines qu'il a sémées qui vont émerger pour continuer la lutte autrement, peut-être pas avec le même tact, avec la même ruse et la même expérience que le maître, mais on sait et on a été inspiré et guidé par sa capacité d'influence, sa capacité de raisonnement et sa capacité de retournement de situation. On va revenir sur certains des qualificatifs donnés par les précédents intervenants pour voir est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur un qualificatif. Pour Damanta Albert Camara, c'est un grand baobab, c'est un témoin de l'histoire du pays, c'est un grand constructeur de la démocratie qui s'en va. Damaro, lui, il estime que
Il fait partie des 4 monuments de la politique post-Sékou Touré. Une inspiration, une référence. Il avait le sens du placement. Faya Milmono estime que c'est une grande perte pour la nation. C'est un homme du compromis, c'est un patriote aguerri. Il avait le verbe facile. Il savait dire la vérité avec beaucoup d'humour. Ajouté à tout cela, Baouri conclut en disant que c'était un homme talentueux. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je fais mienne de tous les qualificatifs qui ont été avancés par mes devanciers, parce que je ne peux pas mieux dire que. Mais donc vous êtes d'accord par rapport à tout cela? Si je pouvais trouver un mot plus poignant que ça, j'allais l'utiliser. Mais je vous dis de manière très claire, si la Guinée n'a pas basculé dans la guerre civile, Jean-Marie Doré fait partie des personnes qui ont évité ce sort-là à notre pays. Mais je suis quand même dans le regret de vous dire que les grands monuments ne sont jamais traités à leur juste valeur dans notre pays. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui. Même si c'est pas... Vous savez, on ne sait pas valoriser les talents dans notre pays. C'est pourquoi jusqu'à présent notre pays est en train de traîner derrière. Parce qu'on a le complexe de faire la promotion de l'excellence, de la reconnaissance des valeurs, la reconnaissance du mérite ne fait pas partie de nos mœurs dans ce pays. C'est pourquoi on continue. Si c'était d'autres pays, Jean-Marie Doré, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment beaucoup de choses. C'est l'histoire, la moitié de l'histoire de la Guinée, ou l'histoire de la deuxième moitié de la Guinée. En tout cas, la nature même nous a annoncé sa disparition depuis avant-hier, hier, jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Le soleil, c'est comme si la nature était nébuleuse. Pour ceux qui savent un peu cela, estiment que quand la nature est comme ça, souvent c'est une grande figure qui doit s'en aller. Je l'ai senti personnellement à cause de mes liens avec Jean-Marie. Peut-être je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé entre le maître et moi. Mais si vous écoutez les Jacques Bonimi et d'autres, ils vous diront mieux. Bogola Abba, qui est secrétaire général, tout à fait, ça fait partie de mes compagnons de lutte à l'université. Et on prenait les conseils et les inspirations chez Jean-Marie Doré, parce qu'il n'était pas loin de l'université. Dès qu'on est épinglé par la police, on passe par on escalade les murs du 14 mai et on descend dans la cour de Jean-Marie Doré et on est protégé. On a déjà ce qu'on appelle l'immunité. Aucun policier n'ose rentrer sur le doyen Jean-Marie Doré pour toucher à un étudiant. Il avait même des cachettes pour nous, pour protéger les étudiants qui se battaient pour des causes nobles. Et il nous mettait en rapport avec les médias internationaux, avec ses relations à travers le monde, pour que pression soit faite sur le gouvernement pour libérer les étudiants qui sont arrêtés pour faire de grève. Donc, ça c'est des choses que j'ai vécues directement, en chair et en os, comme on le dit le plus souvent. Mais les Guinéens, le message qui me semble être le plus important aujourd'hui, c'est vrai, on va pleurer Jean-Marie Doré pendant toute la durée de l'existence de la Guinée, mais ce qui est plus important, ça doit être une source d'inspiration pour les dirigeants de ce pays, pour l'élite de ce pays. Il faut qu'on apprenne à valoriser, à reconnaître et à rendre hommage aux hommes quand ils sont en vie. Jean-Marie Doré est une icône de la vie politique, sociale, culturelle de notre pays. Il a marqué son temps. Et vous savez, Baouri est parti, je m'excuse, Mamadou est parti, les Siradio sont partis, mais on n'a pas senti que c'était des monuments, parce que notre pays, avec la division ethnique, avec un sentiment de haine, on ne peut pas valoriser, on ne peut pas célébrer ou rendre hommage, les hommages que ces hommes méritent. Sinon, quand vous partez à l'abbé, vous devez être marqué par des stèles à l'intention de Siraj Diallo, des rues qui doivent porter son nom, des monuments qui doivent porter leur nom, des quartiers qui doivent porter leur nom. Mais on doit apprendre dans ce pays, au lieu les vestiges de la colonisation, c'est ça encore qui existe dans ce pays. Les rues, c'est les rues des colons, les rues portent le nom des colons. Je ne suis pas contre ça, mais il faut qu'on apprenne à rebaptiser les rues au nom, n'est-ce pas, des anciennes gloires de notre pays. C'est très très important. Récemment d'ailleurs, on a commencé à baptiser nos différentes écoles au nom des personnalités guinéennes, mais le petit Guinéen quand même a du mal à retenir, par exemple,
le poste d'Arsengor de Yimbaya, c'est toujours Yimbaya, c'est toujours là. C'est Ahmed Sékou Touré de l'aéroport, c'est toujours lycée aviation. Ainsi de suite. Il y a quand même ce problème. Quelqu'un me disait un jour que si la Guinée sombre toujours dans ces difficultés, c'est parce que à un moment donné, le Guinéen ne prend pas de temps pour reconnaître la valeur de ses anciens. C'est compliqué. Si l'avenir se construit dans le passé, sur la base du passé, la Guinée ne peut pas construire son avenir parce qu'on ne connaît pas notre passé. Même si on connaît notre passé, on fait fi à notre passé et on refuse de dire la vérité à la nouvelle génération. Je crois qu'il revient. Le combat est très difficile, hein. Vous avez dit, les continuateurs. Oui. Il faut qu'on ait des bons continuateurs dans ce pays. Et le professeur Alpha Condé encore, nous le souhaitons longue vie et pleine santé, mais il a beaucoup de défis à relever pour ce pays. Il doit donner des exemples parce que c'est l'un des rares monuments de la vie politique de la Guinée contemporaine qui existe, qui reste encore. Alors il doit encore donner des bons exemples. Les écoles baptisées, on ne parvient pas à s'en passer des anciennes noms, c'est parce que ce n'est pas une volonté politique. Ouais. Sinon, on peut le faire. On peut le faire. Dora, Jean-Marie Doré. À présent, on va aborder le premier sujet. C'est bien cette affaire du carburant. Les négociations, les tractations sont en cours entre mouvement syndical et gouvernement, certainement élargi à la société civile. Aujourd'hui, quel regard portez-vous par rapport sur cette situation? Écoutez, la Guinée, il faut savoir décrire la situation de départ pour bien apprécier la situation d'arrivée ou la situation dans laquelle on se trouve. La Guinée sort d'une crise économique sans précédent. Vous êtes d'accord avec moi? Notre économie a été malmenée, tout à fait, malmenée, même mis en chaos par rapport à des différentes contraintes que nous avons connues. Donc Ebola est un des éléments d'appréciation, mais il n'y a pas que Ebola. Il y a d'autres choses. Il y a aussi la mauvaise gestion. Il faut bien qu'on reconnaisse quelque part que Ebola, oui, a apporté tout ce que ça a pu apporter. C'est une contrainte que la Guinée ne pouvait pas déroger. Mais la Guinée n'est pas le seul pays qui a été frappé par Ebola. Donc Ebola doublé par des anciens réflexes en matière de mauvaise gestion qui existent encore, malgré le combat qui se mène tous les jours par rapport au changement de mentalité des cadres de ce pays, les sanctions qui sont tombées et les mesures législatives, juridiques et administratives qui sont prises, ces pratiques de mauvaise gestion, de gaspillage continuent encore à un certain niveau dans la gestion de la chose publique. Alors si une contrainte majeure comme Ebola, une épidémie de ce genre, frappe un pays dont l'économie est déjà fragile, même si nous avons atteint le point d'achèvement, mais on sortait juste du point d'achèvement, ça veut dire que notre économie était en convalescence, parce que quand on sort des mesures d'ajustement de ce genre, l'économie se trouve dans une situation... Vous n'êtes pas guéri, vous êtes en convalescence. En convalescence. C'est pourquoi la banque et les institutions accompagnent le pays pendant 4 années encore, avant de déclarer officiellement que le pays a rempli... Se porte bien. Alors tout ça se trouve dans une situation alarmante parce que la corruption est une réalité dans notre pays. Et cette corruption fait qu'aujourd'hui, les ministres tardent encore à déclarer leurs biens et un certain nombre de hauts cadres à la tête de l'État parce que c'est des réflexes qui ne sont pas guinéens. Tout ce qui est redevabilité, à comptabilité, tout ce qui est transparence, c'est des pratiques qu'on doit encore cultiver, imposer dans le quotidien des Guinéens. Ceci m'amène à dire que le carburant a chuté dans le marché international en trouvant une situation économique très lamentable dans notre pays. Alors, s'il faut réagir immédiatement en diminuant le carburant, ça veut dire on ne connaît pas encore la tendance au niveau du marché international. Hier, on m'a dit déjà que c'est grimpé, c'est autour de la part de $35. Oui, ça commence à remonter légèrement. Parce que c'est une spéculation, comme on a dit. Tout à fait. Mais nous demandons à notre pays de s'accommoder, n'est-ce pas, aux valeurs de transparence et de redevabilité. Ceci amène à dire l'application du principe de la flexibilité des prix, que ce soit le carburant, que ce soit les autres produits de première nécessité. C'est pourquoi en Guinée, c'est une minorité qui est riche, en tout cas, c'est l'engagement là que le gouvernement a pris. Tout à fait. Donc c'est pourquoi nous demandons aux syndicats, à côté des revendications catégorielles liées au salaire et autres, qui comprennent que l'impact du carburant
se ressent sur toutes les catégories socio-professionnelles du pays, n'est-ce pas? Que vous soyez fonctionnaire ou pas, mais chacun, même de manière psychologique, chacun bénéficie. Chacun se déplace. Chacun bénéficie de l'impact de la chute, de la baisse du prix du carburant. D'accord. Tous les autres pays voisins, le Sénégal a baissé, le Mali a baissé, la Côte d'Ivoire a baissé, le Libéria, la Sierra Leone. Même si c'est de manière substantielle, parce que la moyenne de diminution est autour de 7,5% du prix du carburant. Mais est-ce que en clair, à vous entendre développer tout cela, est-ce qu'en clair aujourd'hui, la Guinée, vous avez parlé de sa convalescence, on sort de convalescence économique, on sort d'Ebola, on doit d'abord être accompagné par les institutions de Bretton Woods. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il est opportun que les autorités procèdent à une diminution du prix du carburant aujourd'hui à la pompe? Non, c'est une exigence. C'est une exigence en matière de bonne gouvernance. C'est aussi une exigence en matière de redevabilité vis-à-vis de la population. Mais aussi c'est une cure psychologique. C'est politique. C'est-à-dire soutenir le pouvoir d'achat de la population. Ce n'est pas... Ça fait partie des rôles du gouvernement. On ne prend pas une machine pour calculer l'impact économique de ça. Non, on voit de manière psychologique, oui, on a un gouvernement qui accompagne, n'est-ce pas, sa population. Pour moi, c'est politique. Il faut que les pouvoirs politiques... Mais vous-même, vous avez dit tout à l'heure que c'est une spéculation au niveau de la bourse. Et aujourd'hui, par exemple, le prix est en train du baril est en train de remonter légèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les autorités procédaient à cette baisse du prix du carburant, quelques jours après, on revient à l'initial où on augmentait davantage, vous ne trouvez pas que ça pouvait aussi créer d'autres problèmes entre les autorités et les citoyens? Là où je suis d'accord avec un certain nombre d'acteurs, la Guinée, nous ne sommes pas, comme on n'a pas accepté le principe d'institutionnaliser le principe de la flexibilité des prix en tenant compte du prix au marché international. C'est pourquoi on est dans l'expectative. Dans ce tâtonnement. Dans ce tâtonnement. Donc nous devons accepter, si nous avons atteint le point d'achèvement, on a mis en place un certain nombre de normes, n'est-ce pas, de bonne gouvernance, il faut bien qu'on accepte d'appliquer ce principe de flexibilité. Mais si les gens ne sont pas habitués à ça, diminuer le prix, augmenter le prix dans un intervalle de temps proche, nous avons une population à majorité analphabète et doublée par une mauvaise foi d'un certain nombre d'acteurs qui sont pourtant écoutés dans la vie politique, ça peut précipiter le pays dans une sorte d'instabilité. Donc c'est pourquoi, mais aujourd'hui les indicateurs prouvent à suffisant, les projections prouvent qu'en 2016 le prix du carburant sera plus bas qu'en 2015. Donc il faut bien qu'on soit clair. Ça aussi c'est une constante. Vu tout ce qui se passe au niveau le retour de l'Iran, tout ce qui se passe, les projections économiques prouvent à suffisance que le prix du carburant sera plus bas en 2016 contrairement à 2015. Ça c'est une réalité. Donc en tenant compte de cela, comme ça a été fait dans les autres pays, le Sénégal, le Mali, les autres pays, c'est vrai, on n'a pas le même PIB, on n'a pas le même niveau de vie et nos gouvernements n'ont pas la même solidité économique. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que nous montrions l'exemple. L'exemplarité me semble être nécessaire pour ce pays-là, au moins une fois. Et je ne suis pas, depuis qu'on a commencé la discussion, je n'ai pas encore avancé un taux. Je suis l'un des rares qui n'a pas dit encore il faut le baisser à hauteur de tel pourcent. Pourquoi? La raison est très simple. Ça demande des calculs importants, ça demande une négociation tripartite. Syndicats, patronat, gouvernement. Donc je demande une fois encore au gouvernement ou à ses négociateurs beaucoup plus de diligence parce que la population est à l'attente. La population est à l'attente. Le second point, Daouda. Oui, effectivement, la population est à l'attente. Est-ce que nécessairement, parce que la population étant en attente, qu'il faut le faire, même si ça doit avoir des impacts sur des répercussions négatives aujourd'hui sur la mobilisation des recettes pour le pays, parce qu'on sait quand même que au niveau du pétrole, quand même, c'est aussi une source privilégiée de recettes de l'État. Écoutez, quand nous sommes en période d'austérité économique ou d'austérité budgétaire, il ne faut pas faire payer, n'est-ce pas, la facture aux contribuables. Aux contribuables, surtout aux pauvres seulement. Chacun doit payer une partie de la facture. Donc le gouvernement doit revoir son fonctionnement. Surtout les riches. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'évasion fiscale, la sous-mobilisation des recettes fiscales est une réalité dans notre pays. Donc il y a des niches fiscales qui existent où l'État doit pouvoir puiser.
il faut diminuer le train de vie aussi de l'État. Parce qu'il faut des mesures politiques d'abord, incitatives, qui puissent encourager à la population de dire oui, nos dirigeants sont en train de faire de donner des bons exemples. Même si la population doit payer la facture après, elle sera déjà motivée, requinquée par le fait qu'ailleurs, il y a une volonté qui s'affiche. Mais si le pauvre pense qu'il est déjà pauvre, avec la baisse de la croissance, sa pauvreté s'accentue et vous le faites encore supporter des coûts, des factures, il n'y a pas tellement de visibilité. Donc c'est pourquoi le ministre du budget a commencé une démarche très salutaire qui consiste à rencontrer, n'est-ce pas, les parties prenantes, les acteurs sociaux, à partager un certain nombre d'informations et de préoccupations avec eux pour qu'à notre tour, qu'on puisse parler à la population, véhiculer un certain nombre de messages. Mais il faut équilibrer. Un pays se gère sur la base d'un équilibre. Et l'équilibre là impose aujourd'hui à l'État de ne pas trop asphyxier la population par des réformes économiques qui sont caustiques. Mais de trouver ailleurs aussi, n'est-ce pas, des moyens de contrepartie pour pouvoir payer cette facture. Mais je suis d'accord, j'ai commencé mon discours par ça. Peut-être les citoyens n'aimeront pas entendre ça de ma bouche. Nous sommes une économie en convalescence. Non, on n'est plus en convalescence. Aujourd'hui, on est malade. On a une économie qui a rechuté. On est en rechute, s'il faut parler. On est sous perfusion même, c'est le mot. On est sous perfusion. Donc, si on ne peut pas créer la prospérité sociale et économique en appauvrissant l'État, je suis d'accord, il faut que les réserves à la Banque centrale, un certain nombre de capacités de l'État à payer, à faire un certain nombre de transactions, déterminent aussi la santé de notre économie. Donc la population, on a besoin aujourd'hui d'une communication ou d'une relation de confiance entre les dirigeants et les gouvernés. Sur la base de cette relation de confiance, toutes les réformes, on peut serrer la ceinture et subir un certain nombre de choses. Quand on sait qu'on ne risque pas de perdre les reins. En tout cas, on a serré, la ceinture va se couper. Voilà. Donc concrètement, pour être pragmatique, je crois qu'on a besoin d'un signal de la part du gouvernement pour revoir ces prix des produits. Mais je n'impose pas un prix aujourd'hui, c'est sur la base d'une négociation qui va tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Le carburant n'est pas le seul facteur déterminant, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte, mais il faut communiquer avec la population. J'ai demandé au ministre du budget de communiquer davantage et au cadre, n'est-ce pas, de son ministère de communiquer en langue nationale pour que on entende un certain nombre d'informations ça rassure la population, ça crée un sentiment de confiance. En tout cas, on dit que la communication au sein d'une société, c'est comme du sang dans les veines. Hein? Tout à fait. Plus ça circule mieux, plus la santé se maintient. Tout à fait. L'autre aspect, c'est bien cette augmentation de la TVA, Daouda. Oui, on en parle, on nous demande de serrer la ceinture. On craint aujourd'hui que nous perdions nos hanches. Et de l'autre côté, la TVA va de 18 à 20%. Est-ce qu'encore une opportunité s'est présentée pour que cela soit mis en application aujourd'hui? Le tableau de bord de notre économie exige un certain nombre de sacrifices aujourd'hui, il faut être conscient. Mais ça se construit sur la base d'une relation de confiance. Et nous avons une population, d'abord en majorité analphabète. Les véritables contribuables de la Guinée, à 80%, sont analphabètes. Ils ne savent pas ce qu'ils payent. Et ce qu'ils payent, ils ne savent pas ça sert à quoi. Pourquoi ils payent? Donc on a besoin d'abord d'une bonne communication, d'une bonne pédagogie, n'est-ce pas, pour faire comprendre les gens. La TVA, oui, avec les indicateurs économiques actuels, ça demande des réformes. C'est une augmentation substantielle quand même qui peut avoir un impact sur un certain nombre de produits de grande consommation, comme la farine, le riz, l'huile, etc. Ceci va amener à dire naturellement que ça va avoir des retombées sur le prix dans le marché. Forcément. Mais l'État d'abord doit balayer devant sa maison. Le gouvernement doit balayer devant sa maison. En faisant quoi? En montrant la preuve de sa bonne foi et une volonté de gestion saine. En réduisant son train de vie. C'est très très important. La deuxième chose qui me semble être importante, il faut mettre des institutions de transparence. Une autorité de régulation des prix
C'est très très important. Le conseil régional de Conakry, dans sa déclaration, a déjà fait cette proposition. Nous l'épousons. Il faut une autorité de régulation des prix. Et cette autorité... Les prix ne sont pas homologués même ici à Conakry. Même dans un quartier, vous pouvez voir deux boutiques différentes. Ici, vous achetez la bougie à 1000 francs, de l'autre côté 1500 francs. Tout à fait. C'est la spéculation. Homologation. C'est la spéculation parce que l'économie est tenue par le secteur informel. Et le secteur informel, vous savez, a ses problèmes. Voilà, il n'y a pas assez de transparence et de traçabilité. Je crois que l'État doit contribuer à accompagner le secteur informel pour sa professionnalisation, pour pouvoir sauver un certain nombre de ressources, de revenus. Pour moi, c'est très très important. Alors, au-delà de tout ça, il ne faut pas exagérer aussi les taxes. Il ne faut pas exagérer. On dit trop d'impôts tue l'impôt. Donc il faut créer la confiance. Je crois qu'avec le gouvernement Yula, la confiance est en train de revenir. Même si sur un certain nombre de choses... Vous pensez que la confiance est en train de revenir quand le prix ne baisse pas la pompe, la TVA monte et les denrées de première nécessité, la farine... Les prix vont bientôt... voilà, vous pensez que la confiance, ça peut enraciner la confiance entre les gouvernés et les gouvernants aujourd'hui? Ça dépend de la politique de communication et je te dis encore, de la volonté, de la capacité de l'État, du gouvernement de balayer devant sa maison. Pour moi, c'est très important. On a quand même vu la ministre française... La ministre française de la Justice, Garde des Sceaux, qui, après sa démission, remonte sur son vélo pour rejoindre sa maison. Mais tout à fait. On a besoin justement des bons exemples. On ne peut pas avoir des ministres qui roulent dans des grosses 4x4 avec tout ce que ça constitue comme carburant. L'invité d'hier, l'un des invités d'hier disait que les ministres à l'intérieur, c'est vraiment des petits rois. Bon, et la population même a une mentalité qui encourage même un certain nombre de pratiques qui fait la royauté des ministres. Tout à fait, des ministres. Parce que quand vous êtes ministre, j'ai assisté à des passations de service et ça m'a tapé sur les nerfs, j'ai quitté. Parce qu'une passation de service, c'était comme le retour d'un mort. D'un héros. Des morts. C'est comme quelqu'un, il est le revenant. Voilà, c'est comme... Ce qui n'est pas possible. C'est comme un revenant. Alors, c'est des cérémonies grandiloquentes, c'est toutes sortes de dépenses. La famille est là. Pour cette famille-là, elle sort définitivement de la pauvreté. C'est une mauvaise impression, c'est une mauvaise mentalité qu'on doit pouvoir changer. Et le président de la République, par son éducation, par son parcours, il doit pouvoir imposer un certain nombre de normes et de valeurs pour que le poste de ministre soit un poste de défi et non la fin d'une carrière où vous allez tout avoir. En tout cas, les postes sont synonymes d'opulence. Tout à fait. Donc il faut bien que nous inversons cette tendance, ou bien, même si on ne l'inverse pas, qu'on l'atténue un peu. Ça peut aider à créer la confiance. Mais autre chose, il faut que l'État, dans une situation de grande pauvreté, je sais que la pauvreté n'a pas reculé dans notre pays. Bien au contraire, elle gagne du terrain. Nous sommes en récession. Il faut savoir soutenir un peu le pouvoir d'achat de la population. Et nous demandons qu'il y ait une bonne politique de communication. Et cette politique de communication doit passer par des contacts directs entre les ministres, n'est-ce pas, et les populations, et pour qu'ils s'adressent à eux dans leur langue nationale. Ça peut aider à ramener un certain nombre de choses. En conclusion, il faut bien qu'il y ait des structures d'homologation des prix, des structures de régulation des prix, qui peuvent veiller naturellement à un certain nombre de comportements. Et l'État doit s'engager à la restructuration du secteur informel pour qu'il soit doté de capacité à avoir une comptabilité saine et à s'acquitter d'un certain nombre d'obligations qui peut aider l'État à avancer sur un certain nombre de choses. Oui, je tenais à cet autre point. C'est bien les syndicats aussi qui, dans leurs revendications au niveau du gouvernement, c'est bien le respect de l'application de la grille salariale, c'est-à-dire l'augmentation des salaires aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi opportun? Ce que vous qualifiez de revendications catégorielles. Non, écoutez, c'est les engagements. Après un dialogue social, les engagements doivent être respectés par les partis. Donc il n'y a aucun moyen de se dédouaner de ça. Et plus le pouvoir d'achat... Même s'il n'y a pas d'argent? Non, j'en viens. L'application de la grille salariale, d'abord il faut l'adopter, n'est-ce pas? Il faut la mettre en route. On pouvait commencer par ça. C'est vrai, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts en matière d'amélioration des salaires des fonctionnaires. Mais avec la pauvreté et le PIB qui ne progresse pas, nous sommes encore en situation, nous sommes dans une
position qui fait de nous les pouvoirs d'achat les plus faibles, n'est-ce pas, dans la sous-région ouest africaine. Donc c'est pourquoi on doit avoir une grille salariale qui permet aux travailleurs du secteur privé et public, n'est-ce pas, de joindre les deux bouts, au moins d'être capable d'assurer un certain nombre de besoins du 1er au 30 du mois. Pour moi c'est essentiel. Toutes sortes de réformes qui vont augmenter les salaires, ça augmente un certain nombre aussi de retombées au niveau de l'État, parce que les travailleurs payent des taxes et des impôts, et ça soutient le pouvoir d'achat qui peut par ricochet donner d'autres bénéfices, n'est-ce pas, qui peut aussi... La meilleure façon de garantir l'économie, c'est de soutenir le pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat est bon, on peut collecter plus de taxes, plus d'impôts, et ça peut renflouer les caisses de l'État. Donc c'est un cercle vicieux. On doit pouvoir avoir des réformes très sérieuses dans ce domaine pour que le travailleur soit... Au moins qu'on puisse se comparer aux pays les plus proches de nous. Mais si on est soumis au même principe de taxation et qu'on n'a pas les mêmes bases salariales que ces pays, ça devient la politique de 2 poids 2 mesures. C'est compliqué. L'invité, mesdames et messieurs, ici dans ce studio sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Le dernier point, c'est bien cette installation des compteurs prépayés. D'un côté, on refuse de baisser le prix du carburant, on augmente la TVA qui doit passer de 18 à 20% à partir du 1er février prochain. De l'autre côté, on parle de l'installation des compteurs prépayés dans les ménages. Est-ce que tout cela ne va pas... D'ailleurs, c'était avant-hier. Ça a créé une bouille à Sandervalia. Est-ce que ça ne va pas tirer les trucs vers le bas? C'est d'abord le besoin de l'électricité, c'est un droit fondamental de la population. Ça fait partie des services sociaux de base qu'un État doit fournir à sa population, et quelles que soient les contraintes. Donc chacun a le droit à l'électricité. Parce que la possibilité de la vie sur cette terre, sans l'électricité, il n'y en a pas. Donc il faut bien... Dans les villages, d'accord, mais dans les centres urbains, oui, tout est lié au courant. Je dirais l'énergie, pour être beaucoup plus global. Alors aujourd'hui, les besoins en matière d'électricité dans les villages se manifestent à peu près de la même manière que dans les villes. Il faut bien que nous sommes dans une société où il y a une certaine... On sent la volonté d'évoluer, de se développer. Mais ceci amène aussi à dire que s'acquitter de sa facture d'électricité, c'est un devoir aussi. C'est un devoir civique. Mais à condition que cette facture soit établie sur la base d'un certain nombre de principes de transparence. Et ça sous-entend que le prix du kilowattheure doit être connu et calculé en fonction du pouvoir d'achat de la population, mais aussi en fonction de la source, n'est-ce pas, d'énergie et le coût de l'énergie. Nous sommes le château de l'Afrique de l'Ouest, ça sous-entend que nous avons des potentialités qu'on n'achète pas. Hydraulique. Alors ça, c'est vrai, l'investissement doit être épongé sur la base de la contribution des ménages au soutien de l'économie nationale. Je suis d'accord, c'est une politique très, très saine. Mais il faut une certaine transparence dans l'instauration d'un certain nombre de principes. L'EDG n'a pas encore communiqué, en tout cas de manière, vous êtes des médias, vous savez, il n'y a pas eu de communication officielle qui puisse toucher toute la population par rapport à l'impact ou la nécessité d'utilisation de ces compteurs prépayés. Le changement de comportement est très difficile. On dit que les anciennes pratiques ont la peau dure. Alors pour changer ça subitement, le problème de carburant se pose. L'augmentation des taxes, l'introduction de nouvelles normes d'imposition. C'est des problèmes déjà. Je crains que ça devienne une nébuleuse. Donc c'est pourquoi l'EDG, avant d'installer les compteurs prépayés, il doit avoir une campagne d'information, de sensibilisation. L'autre chose, c'est un contrat. L'EDG et la population, c'est un contrat. Un contrat, on ne l'impose pas. Ça doit être librement souscrit par les deux parties. Donc il faut d'abord proposer la forme des contrats à la population sur la base des canaux de communication qui puissent permettre à chaque ménage de connaître le contenu de ces contrats, de connaître ses engagements et ses attentes vis-à-vis du prestataire de service et d'y souscrire librement. Comme c'est une campagne à large grandeur nature sur toute l'étendue du territoire national,
ça demande une communication mieux structurée et plus institutionnelle pour que la population puisse connaître le contenu de ce contrat. L'autre enjeu qui me semble être important, c'est le principe de certification de ces compteurs. C'est pourquoi quand la communication se fait, les services nationaux de métrologie ou les institutions privées de certification doivent pouvoir certifier ces compteurs, n'est-ce pas? Est-ce que ça reflète le discours qui est tenu? Est-ce que c'est conforme au contenu du contrat? C'est cette information qui est partagée avec la population sous la base de canaux adaptés. Donc, ceci m'amène à dire, c'est le principe de protection sociale qui exige l'État de créer les meilleures conditions pour que la population puisse avoir un certain nombre de droits, des droits qui sont des droits vitaux. Donc, je crois, sur ça, je ne suis pas contre en tant que tel les compteurs prépayés, mais c'est un contrat qui doit être partagé avec la population. Il faut aussi saisir la bonne opportunité. Il faut saisir aussi la bonne opportunité. On ne peut pas le rendre ces compteurs systématiques en un coup. Il faut l'expérimenter et l'élargir progressivement. Et ceci est très très important. Toujours l'intérêt, c'est quoi? C'est de payer le courant, non? Mais chacun doit se prononcer sur la manière dont il veut payer le courant. Si je contracte, si j'ai un service, une prestation, je dois discuter avec le prestataire comment je dois payer la prestation et combien la prestation coûte. Ceci nous amènera à dire, à certifier les compteurs pour qu'on sache effectivement quel est leur niveau de fiabilité. Donc ça demande une phase pilote de test. La deuxième chose, c'est de discuter ce contrat avec les populations sur la base des canaux d'information adaptés pour qu'on puisse connaître les tenants et les aboutissants de ces compteurs. Mais ce qui est important, l'enjeu important, c'est quoi? C'est le droit de la Guinée a besoin de l'électricité et le moment est venu pour que la Guinée puisse avoir de l'électricité. 2. On doit payer l'électricité. L'électricité n'est pas gratuite. 3. On doit économiser l'électricité. L'électricité, c'est une denrée périssable. On ne doit pas gaspiller. Épuisable. Donc il faut savoir, on ne doit pas gaspiller. Plus on gère l'électricité, plus on crée des possibilités de durabilité. Donc c'est pour éteindre les ampoules la journée, n'est pas un congélateur qui passe la journée et la nuit, 24 heures sur 24, ça tourne. Ininterrompu. On utilise des fers encore électriques, des thermoplongeurs. Et toutes ces réalités, on doit pouvoir savoir à quel moment les utiliser et quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser. Donc il y a un travail pédagogique à faire de la part de la société, du gouvernement guinéen. Et la société civile est disposée à avoir une action citoyenne pour faire comprendre un certain nombre de droits et motiver la population à s'acquitter d'un certain nombre de devoirs. Si on économise l'électricité, on paie l'électricité, tous les ménages guinéens auront de l'électricité. Mais ça dépend ce que la société nous montre d'abord sa bonne foi en matière de transparence. Ceci peut aider la population à souscrire un certain nombre de choses. Donc le droit à l'information. Le droit à l'information, l'émission est presque arrivée à terme. On ne pourra pas appeler et donner le temps aujourd'hui aux auditeurs de poser des questions. Votre mot de la fin, Dr Dansa. Mes condoléances renouvelées à tout le peuple de Guinée, à la classe politique de l'Afrique post-indépendance, à la famille de Jean-Marie Doré, d'abord aux acteurs politiques guinéens qui l'ont côtoyé et pratiqué, à sa famille politique l'UPG, le grand parti UPG, également aux collaborateurs dans le cadre de l'administration ou au niveau international qui ont côtoyé et connu Jean-Marie Doré, surtout à l'Assemblée nationale, à la société civile guinéenne, et qu'il soit observé une période de deuil national pour rendre hommage, n'est-ce pas, à Jean-Marie Doré et à rendre hommage à tous les martyrs de la démocratie de notre pays. Et j'en appelle à plus de responsabilité, n'est-ce pas, de la nouvelle génération. Ces derniers temps, Jean-Marie Doré ne bénéficiait pas de la part de certains politiciens apprentis le respect qu'il méritait. Et je suis désolé que les gens se fondent en larmes au moment où l'homme vivait. Ils ne l'ont pas traité avec respect et considération. C'est ça qui est regrettable. Alors que de justesse, d'ailleurs, il a échappé à un coup d'un député à l'Assemblée nationale. Que ces politiciens puissent comprendre qu'on doit respecter les aînés. Les orteils des jeunes doivent se poser exactement sur les traces laissées par les anciens. C'est ça la bénédiction, c'est ça la source d'inspiration. C'est pas aujourd'hui il faut pleurer ou pleurnicher
il faut valoriser les hommes quand ils sont encore en vie. La deuxième chose, je demande au gouvernement guinéen de faire montre de beaucoup de pédagogie par rapport à sa volonté ou à son souci effréné à améliorer les conditions de vie de la population sur la base d'un certain nombre d'équilibres économiques qu'il trouvera pour que d'abord le PIB et le pouvoir d'achat soient soutenables. Mais trop d'impôts tue l'impôt, et toutes ces réformes doivent être précédées par une période de consultation, une période de sensibilisation et d'éducation pour que la population puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi. Donc je demande à l'EDG de s'inscrire dans une politique de communication pour que les spécialistes en la matière expliquent à la population pourquoi le choix des compteurs prépayés, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pour que chacun librement puisse souscrire à un type de contrat en fonction de son pouvoir d'achat, en fonction de ses besoins en électricité. Donc nous avons besoin de courant, le courant coûte cher, le courant doit profiter à tout le monde, pas à une catégorie de personnes, mais tout le monde doit contribuer à payer le courant et on doit économiser le courant pour que ça dure longtemps. Docteur Dansa Kourouma, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Demain, samedi, vous aurez dans l'émission Top Chrono Madame Chantal Koll, très certainement PDG du groupe SGI Média. Elle sera face aux journalistes pour analyser les derniers développements de la situation socio-économique du pays. Un rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. La mise en onde a été assurée par Kandal Bouhari Sanko, assisté de Kanda Omar Kamara. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe. La rediffusion de l'émission, c'est à 22h05 sur la radio Chérie FM, la 104.1 et 22h15 sur le petit écran d'Africa Today Télévision. Quant à nous, on se reprend au compte de cette émission, Inch'Allah, le lundi prochain. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité.